conférence à deux voix, ce qu'on a trouvé un peu compliqué. Et donc on a opté pour une formule un peu plus compliquée encore, qui a consisté à ce que j'interviewe alternativement Natacha Polony et Jean-Michel Quatrepoint. Donc je vais, dans le strict souci d'une égalité de bon ton, leur poser le même nombre de questions à l'un et à l'autre. Et j'espère que vous veillerez à leur temps de parole respectifs de telle sorte que l'un ne dépasse pas l'autre et surtout que Jean-Michel Quatrepoint ne dépasse pas le temps de parole de Natacha Polony, ce qui pourrait nous valoir énormément d'ennuis. Alors, dans la préface de votre livre, vous dites, nous, on croyait qu'on était dans les clous, qu'on était respectable, et puis on s'est aperçu rapidement que non, on rejoignait peu à peu le territoire obscur du camp du mal, et on était considérés comme des salauds et comme des monstres. Parce que vous ne pensiez pas comme tout le monde, et vous ne disiez pas la même chose que tout le monde. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, Natacha, c'est de savoir quand vous avez découvert ça, en fait. À quel moment vous êtes aperçu que finalement, ce que vous disiez ne plaisait pas à tout le monde et que vous étiez en train de rejoindre, lentement mais sûrement, le camp du mal? Alors, première chose, comme nous ne sommes pas des adeptes de la parité stricte, je pense que nous allons nous amuser à pervertir savamment votre ordonnancement. Donc, je passerai la parole à Jean-Michel de temps en temps, car il est important que nous puissions expliquer tous les deux, en fait, comment tout cela est né. Mais je rectifierai sur un point, la question de savoir si nous pensons ou pas comme tout le monde. Qui est ce tout le monde ? Ce que nous expliquons dans ce livre est sans doute que, justement, nous avions l'impression de n'être pas particulièrement des gens extraordinaires ou formidables, hein, pas des héros, mais en tout cas plutôt des gens pas vraiment adeptes du racisme, ni du sexisme, ni de l'homophobie, ni des sévices contre les enfants ou contre les animaux ou qui que ce soit, donc plutôt des gens progressistes. Et nous nous sommes aperçus l'un et l'autre, au fil des récents débats, que les choses étaient sans doute beaucoup plus compliquées que ça. Et c'est pour ça que je vais d'abord laisser la parole à Jean-Michel, parce qu'il raconte bien mieux que moi en quoi tout cela est très compliqué. Oui, moi, la vérité m'est apparue il y a un peu moins d'un an. Il y a eu des grosses chutes de neige, vous savez, à Paris. Et je suis retombé en enfance, et j'ai vraiment tombé de la neige. J'ai fait un bonhomme de neige, à 8h du matin. À 8h10, une féministe passe et me demande pourquoi je n'ai pas fait une bonne femme de neige. À 8h15, je fais aussi une bonne femme de neige. À 8h17, la nounou des voisins râle parce qu'elle trouve la poitrine de la bonne femme de neige trop voluptueuse. À 8h20, le couple d'homos du quartier grommelle que ça aurait pu être 2 bonhommes de neige. À 8h25, les végétariens du 12 rouspètent à cause de la carotte qui sert de nez au bonhomme. Les légumes sont de la nourriture et ne doivent pas servir à ça. 8h28, on me traite de raciste car le couple est blanc. 8h31, les musulmans de l'autre côté de la rue veulent que je mette un foulard à ma bonne femme de neige. 8h40, quelqu'un appelle la police qui vient voir ce qui se passe. 8h42, on me dit qu'il faut que j'enlève le manche à balai que tient le bonhomme de neige car il pourrait être utilisé comme une arme mortelle. 8h45, l'équipe de TV locale s'amène. Il me demande si je connais la différence entre un bonhomme de neige et une bonne femme de neige. Je réponds oui, les boules, et on me traite de sexiste. 8h52, mon téléphone portable est saisi, contrôlé, je suis embarqué au commissariat. 9h, je parais au journal TV. On me suspecte d'être un terroriste profitant du mauvais temps pour troubler l'ordre public. 9h10, on me demande si j'ai des complices. 9h29, un groupe djihadiste inconnu revendique l'action. Morale de cette affaire ? Bien, il n'y a pas de morale à cette histoire. C'est juste la France dans laquelle nous vivons aujourd'hui, et peut-être un peu la Belgique aussi. Alors, tout simplement, Jean-Michel sortant de cette aventure me croise moi. Nous étions à peu près donc au mois de janvier dernier dans les affaires MeToo, l'affaire Weinstein, tout ce genre de choses, et j'étais profondément dépressive. Parce que je me disais, une nouvelle année s'ouvre,
va être suivi de beaucoup d'autres qui vont amplifier ce phénomène, et je vais finir ma vie dans un monde où je pourrais plus me taper une côte de bœuf avec un verre de Saint-Émilion parce que ça n'est pas bien, c'est de l'alcool, c'est un poison, et parce qu'il ne faut pas manger de viande, et qu'en plus on ne pourra pas draguer sans envoyer un formulaire en 3 exemplaires tamponné par la préfecture. Donc j'étais vraiment profondément déprimée. Et c'est là que Jean-Michel m'a dit qu'il était à peu près dans le même état, mais comme il est sans doute un petit peu plus combatif que moi, il m'a dit faisons-en un livre, parce que ça ne peut pas durer comme ça, d'autant plus que lui-même était confronté tous les jours dans le métro à des affiches lui expliquant qu'il était un prédateur, puisqu'il est un mâle blanc hétérosexuel de plus de 50 ans, ce qui est quand même de très mauvais goût. Donc nous nous sommes sentis un peu coupables, en effet, on était cernés. Et c'est ce sentiment d'être cerné qui nous a intéressés. Nous nous sommes demandé comment on en arrivait là, comment des gens comme nous qui n'avions jamais proféré d'opinions franchement ignobles ou extrémistes, pouvions apparaître aux yeux de certains comme des gens qui exerçaient une domination infâme et qui finalement opprimaient des minorités. Voilà le cœur de ce livre, voilà ce que nous avons essayé de décrypter, c'est-à-dire ce que c'est que ce phénomène de minorités agissantes qui décident d'imposer leur vision du bien et qui décident comment doit être le bonhomme de neige de Jean-Michel. Alors effectivement, vous ne pouviez pas exprimer mieux que vous ne venez de le faire, et surtout Jean-Michel Quatrepoint, le côté léger, d'apparence en tout cas, de ce livre, qui est très amusant, très agréable à lire, parce que justement il aborde des choses extrêmement sérieuses avec un tout petit peu de légèreté, et là il nous en a donné l'expression la plus claire. Alors, néanmoins il y a des choses très sérieuses, et au chapitre 2 de ce livre vous en prenez à un phénomène dont on ne sait pas d'où vient le mot, l'origine du mot, un néologisme que vous appelez le minoritarisme. Alors, dites-nous un peu plus sur le minoritarisme, qui commence par une anecdote, alors je vais vous laisser peut-être la raconter, qui est celle de Jean-Paul Guerlain, qui est invité au journal de TF1 à la mauvaise idée de dire « Je travaillais à l'époque comme un nègre », et il ajoute bêtement « Je ne sais pas si les nègres travaillent beaucoup ». Ça lui a valu énormément d'ennuis, comme vous pouvez l'imaginer, et à l'entreprise, ça a coûté extrêmement cher. Voilà. Donc le premier exemple de minoritarisme est celui-là, et celui exprimé par le CRAN, ce comité de contre le racisme anti-noir. Anti-noir, voilà. Bon. Mais le minoritarisme vient plus loin. Ce qu'il faut voir, c'est que tout ça ne tombe pas du ciel. C'est un phénomène qui vient d'outre-Atlantique, des États-Unis, et notamment des facs américaines. Et le phénomène s'est produit au milieu des années 90. Je cite aussi le cas de Rob Grillet, qui vient faire une conférence à la principale université du Missouri, la meilleure, et une campagne se déchaîne contre lui par les mouvements déjà ultra-féministes, lui reprochant la manière dont il traite les femmes dans ses ouvrages. Il ne pourra pas faire sa conférence, et il a un peu d'humour en partant, et il dit « J'ai découvert les femmes, les étudiantes dans cette université qui sont Missouri, mi-yen. » Bon. Et effectivement, ce phénomène des minorités, il faut comprendre que les États-Unis sont un pays qui s'est construit sur des minorités. Et ça vient aussi de la constitution même américaine et de l'idée de Tocqueville. C'est-à-dire, Tocqueville, lui, son obsession, c'était la tyrannie de la majorité. Pour éviter la tyrannie de la majorité, il fallait donc que des minorités s'organisent, la société civile, en quelque sorte, s'organise en lobby, en pouvoir d'influence, représentant différentes communautés. Donc, vous avez les religions, qui jouent un rôle très important aux États-Unis. Vous aviez les syndicats, évidemment, qui ont joué un rôle très important, le patronat, bien sûr. Vous aviez aussi les minorités ethniques, notamment les Irlandais, les Italiens, les premiers migrants. Évidemment, les Noirs n'en faisaient pas partie à l'époque, ni les Amérindiens. Et l'idée de Tocqueville et des pères de la Constitution américaine, c'est que de la confrontation des idées et des opinions de ces diverses minorités va naître une sorte de compromis qui va permettre le progrès social.
C'est effectivement ce qui va se passer aux États-Unis pendant quelques décennies, voire 2 siècles. Et puis, progressivement, on a vu émerger, à partir des années 70, 80, 90, le combat des Noirs, qui est un juste combat d'ailleurs au départ, face au racisme américain, face aux Blacks. Bon. Au passage d'ailleurs, la guerre de sécession, je crois que les Noirs ont fait une sorte de marché de dupes, car on met fin à l'esclavage, mais les Noirs, en revanche, sont employés et exploités un maximum dans les usines du Nord, hein, et en fait, dans le Sud, ils ne récupèrent pas réellement leur autonomie, leur indépendance, parce que l'esclavage est aboli, mais les lois du Sud resteront très restrictives. Et en fait, avant, qu'est-ce qui se passait? Les grands propriétaires blancs, la main-d'œuvre est un actif économique. Hein, donc, ils n'ont pas intérêt à maltraiter les Noirs, ni à les tuer. À partir du moment où on abolit l'esclavage, ce n'est plus un actif économique. Et les lynchages ont commencé après l'abolition de l'esclavage, dans le Sud. Et ça, c'est les agents de Martin Luther King qui expliquent ça. Et je crois que c'est assez vrai. Donc, l'association, la NAACP, s'érige en pouvoir autonome. Et à ce moment-là, effectivement, le système économique découvre que les Noirs sont aussi une force économique. Et donc, ils obtiennent petit à petit à être reconnus comme des citoyens, au même titre que les autres Américains. Je sens que vous avez parlé plus que Natacha Polony, donc je vous interromps. Mais comme vous avez parlé, comme vous avez évoqué les États-Unis, je pense qu'on peut peut-être parler maintenant d'un des sujets qui est important dans votre livre, qui est cette fameuse campagne MeToo qui est née aux États-Unis, qui est devenue Balance ton porc ici. Cette campagne MeToo qui est née là-bas et qui est probablement la campagne la plus inquisitoriale et la plus emblématique de la lutte des minorités et des excès des luttes des minorités. Oui, mais en effet, c'est pour ça qu'il était très important de replacer cela dans le contexte de l'émergence de la société américaine, parce que ce qui est frappant dans ce mouvement MeToo, c'est qu'il a démontré à quel point la globalisation culturelle s'impose tel un rouleau compresseur. Il y a encore 15 ans, si on voyait émerger des débats autour des rapports entre les hommes et les femmes, des voix se faisaient entendre en France, les voix par exemple de Claude Habib, Mona Ozouf, Elisabeth Badinter, différentes féministes extrêmement prestigieuses et dont les travaux avaient assis la notoriété, et qui faisaient entendre la spécificité d'une vision française et européenne du féminisme. Une vision universaliste du féminisme, dans laquelle on ne confondait pas la galanterie avec le harcèlement, dans laquelle on estimait que les hommes et les femmes ne doivent pas vivre séparés dans l'espace public, mais doivent exercer ce qu'on appellerait en français un commerce apaisé, c'est-à-dire que le langage, notamment celui qui permet la galanterie, permet de dépasser le désir et donc de sublimer ce qui pourrait créer de la confrontation. Ce discours-là, dans l'affaire Weinstein et dans la déferlante MeToo qui a suivi, a été totalement balayé. La fameuse tribune publiée par le journal Le Monde et qui avait été initiée par différents auteurs, que ce soit Catherine Robbe-Grillet, Peggy Sastre, Abnous Chalmani, et puis signée par Catherine Deneuve, a provoqué des torrents de fureur, de boue, de haine. Elles se sont fait vraiment traiter de complices des violeurs, tout simplement parce qu'elles essayaient de replacer un peu de nuance. Ce phénomène-là est extrêmement intéressant parce qu'il nous enseigne que derrière l'ensemble des mouvements dont nous parlons dans le livre, que ce soit donc ces associations antiracistes, que ce soit les associations féministes, que ce soit les associations qui œuvrent à l'éducation positive, tous ces gens-là ont une vision qui est donc fondée sur cette idée anglo-saxonne d'un libre jeu des minorités qui permet de faire émerger le bien commun et qui est en contradiction totale avec le système politique tel que nous le connaissons
et qui, à travers par exemple la République, construit en fait un espace politique neutre dans lequel l'État, émanation de la volonté des citoyens, garantit le bien commun. C'est cela le principe qui nous permet de vivre ensemble, malgré nos différences, malgré nos visions divergentes. Et du débat démocratique, de la discussion, va émerger une vision du bien qui sera une vision majoritaire. Le principe de la politique étant que, sur chaque question, la majorité ne sera jamais exactement la même, de telle sorte que la communauté politique peut continuer à être soudée. À partir du moment où on considère qu'il y a une majorité qui est toujours la même, qui domine et qui opprime, et c'est cela qui apparaît dans le discours autour de MeToo, comme c'est cela qui apparaît dans notamment le discours des associations antiracistes, à partir de ce moment-là, on déconstruit ce pacte politique et on y substitue une vision totalement binaire entre le bien et le mal, les dominants et les dominés, les dominants étant donc les mâles blancs hétérosexuels de plus de 50 ans, bande d'ordures. Et c'est l'explication du minoritarisme, puisque ce sont les minorités qui ont raison contre la majorité. En réalité. Alors, vous avez sans doute écrit aussi dans ce chapitre-là, qui était pourtant un chapitre fait pour les femmes, à propos de Jacqueline Sauvage, qui est une aventure que vous racontez à nouveau et qui est très emblématique en fait de ce mouvement du camp du bien qui veut absolument persécuter les hommes et n'admet pas qu'une femme puisse être condamnée. Oui, cette affaire est emblématique. Alors, Monsieur Sauvage était certainement pas un personnage recommandable, hein, loin de là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, ils ont vécu 47 ans ensemble. Hein. Ensuite, elle a tué son mari, non pas dans une engueulade, une bagarre, mais 3 heures après l'ultime engueulade, en prenant le fusil, parce qu'il y a beaucoup d'armes, parce qu'il y a beaucoup d'armes chez les Sauvages, et ils étaient chasseurs, etc. Et elle prend le fusil et lui tire 3 balles dans le dos. Bon. Donc la justice va la condamner. Mais la justice, j'allais dire pour une fois, mais la justice sur ce dossier a été assez exemplaire. Et ils ne l'ont pas, elle n'a pas compris, parce que dans un premier temps, elle a voulu plaider la légitime défense sur les conseils de des avocates. Elle a changé d'avocat, elle a pris des avocates féministes qui ont vu là un combat emblématique et ils lui ont dit il faut plaider la légitime défense. Bon, il n'y a pas de légitime défense. Il peut pas y avoir. Il y a des circonstances atténuantes, bien évidemment, mais il n'y a pas de légitime défense. Et c'est pour ça que les 2 cours d'assises qui l'ont jugé l'ont condamné. C'est pour ça que les 2 juges de rémission des peines l'ont maintenu, parce qu'elle n'a pas voulu reconnaître qu'elle avait quand même tué quelqu'un. Hein, considérer ça normal. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas été remise en liberté. Et finalement, sous la pression, on voit bien le mouvement minoritaire, de ces avocates féministes qui mènent un combat, qui défendent une cause. Donc, avec les pétitions sur .org, etc., pression sur François Hollande, qui arrive en bout de son mandat, qui a décidé qu'il ne va pas se représenter, et qui donc peut se permettre de se mettre à dos l'ensemble de la magistrature, car l'ensemble de la magistrature était contre la grâce. Hein, de toute façon, elle serait sortie assez vite. Mais ce qu'on oublie aussi de dire, c'est qu'il y a à peu près, effectivement, une centaine en France, une centaine de femmes qui sont tuées par leur conjoint chaque année. C'est évidemment beaucoup trop. Mais il y a aussi 20-25 hommes qui sont tués par leurs femmes. Bon. Ce que l'on constate généralement, c'est que sur la centaine de femmes tuées par leur conjoint, dans 50% des cas, l'homme se suicide après avoir tué sa femme. Hein, alors que les femmes qui tuent leur mari ne se suicident pas. Donc ce sont des crimes passionnels souvent. Enfin, on arrive au paroxysme, etc. Donc la famille Sauvage, c'était vraiment très très compliqué. La veille, le fils s'était suicidé. Enfin bon, c'est horrible ce qui s'est passé. En plus, Jacqueline Sauvage, ça a joué aussi dans les jugements. Son mari avait pris une maîtresse. Elle avait été avec le fusil chez la maîtresse.
pour ramener fusil dans le dos son mari dans le domicile conjugal. Donc c'était pas aussi ça. Ça n'excuse absolument pas les brutalités de cet homme, mais ça ne justifiait peut-être pas de le tuer de 3 balles dans le dos et ensuite de vouloir plaider je ne suis pas coupable. Je me doutais bien que c'était vous qui aviez écrit ça. On peut peut-être ajouter quand même une chose importante, c'est que ce cas très spécifique a été brandi, Jean-Michel le disait, comme un étendard par les féministes. Une illustration de ce que ces féministes appellent un féminicide, comme s'il y avait une spécificité à tuer des femmes. Nous ne sommes plus des êtres humains, nous sommes sommés d'être hommes ou femmes, d'être déterminés par notre supposée identité. Et face à cela, c'est le droit qu'on est en train d'essayer de changer. Là, nous venons d'avoir un jugement rendu dans l'affaire qui concerne Georges Tron. Georges Tron a donc été accusé de viol par 2 femmes. La justice vient de l'acquitter, en estimant que les 2 femmes étaient, dans leur témoignage, largement flottantes, que l'une d'entre elles était revenue 25 fois, et que quand on se fait violer 25 fois par un homme, c'est tout de même qu'il y a quelque chose d'un peu particulier, de la part d'une adulte censée être responsable. Bon, toutes sortes de choses. Eh bien, une ancienne secrétaire d'État, Juliette Méadel, a expliqué que ce jugement était une forfaiture et qu'il fallait que le doute ne profite pas à l'accusé. C'est tout de même une conception extrêmement inquiétante de la justice. Dans le cas des affaires d'agression sexuelle et de viol, le doute ne devrait pas profiter à l'accusé. Au nom de quoi ? Au nom de quoi ce crime est-il si spécifique ? On a même des associations féministes qui expliquent qu'il faut renverser la charge de la preuve. L'homme, parce qu'il est homme, est présumé coupable, et c'est à lui de faire la preuve qu'il n'a pas agressé. C'est tout notre édifice de justice, toute notre conception du droit qui serait bouleversée par de telles idées. C'est profondément dangereux. On peut ajouter d'ailleurs que tout cela est en train de se jouer devant nos yeux. Nous citons dans le passage autour de l'affaire Jacqueline Sauvage le pendant, l'affaire Daval, Jonathan Daval, qui donc aurait tué son épouse Alexia. L'affaire est visiblement très compliquée, la psychologie de cet homme l'est aussi, mais si vous vous souvenez de ce fait divers, là aussi, il a été expliqué, pourtant le cas est donc l'inverse du cas Jacqueline Sauvage, un homme tue sa femme, alors là, lui est un bourreau. Jacqueline Sauvage était une victime, mais lui est un bourreau. Et évidemment, quand l'avocat, cherchant à défendre son client, a expliqué, eh bien écoutez, nous allons découvrir certainement que dans ce couple, le plus violent des 2 n'était pas celui qu'on croit, la secrétaire d'État Marlène Schiappa a parlé d'un cas scandaleux de victim blaming, c'est-à-dire le fait que, une fois de plus, on essayait de salir la victime dans des affaires de ce genre. Donc, quand on explique que M. Sauvage est une ordure, une pourriture, et que finalement il méritait la mort, c'est normal, mais dans le cas inverse, c'est du victim blaming. Il y a là quelque chose qui remet en cause nos libertés humaines et la simple égalité entre les citoyens, quelle que soit leur origine, leur sexe et ce qu'ils sont. Je pense que nous devons nous en inquiéter absolument. Alors je voudrais Je vais juste rajouter une chose, c'est que nous avons discuté entre nous sur ce problème du féminisme, c'est vrai. Avec ma femme, toi avec Perico, etc. Je crois que nous avons un schéma simple. Les femmes et les hommes sont égaux en droit, mais nous sommes différents et complémentaires. Oui, ça c'est... Tout le monde, enfin ici ce soir j'imagine, est d'accord là-dessus. Là, moi je voudrais maintenant changer un tout petit peu de sujet, je voudrais venir sur un sujet que vous abordez
un peu qui est celui de l'orthographe. Et j'imagine que c'est l'agrégé de lettres modernes qui a écrit ce chapitre. Et ce que j'ai pas bien compris, c'est où était la frontière pour vous entre les bonnes modifications et les mauvaises, parce que j'ai lu sur la 4e de couverture de votre livre que vous vous définissiez comme auteureux. Voilà. Bon, alors, plaignez-vous auprès de votre éditeur, parce que effectivement, c'est quand même gênant que ce ne soit pas l'Académie française qui définisse la langue, et que finalement, sous les pressions de groupes très influents, on voit ce que ça donne dans l'écriture inclusive, qui est la pire des abominations, ça peut donner. Cela dit, je vais vous horrifier, je suis beaucoup plus progressiste qu'il n'y paraît, c'est-à-dire que je ne suis pas opposée aux évolutions de la langue. Il me semble qu'une langue bouge, qu'une langue se modifie en fonction des usages. Ce qui me dérange, c'est quand on veut, pour des raisons idéologiques, imposer des bouleversements qui ne sont pas validés par les usages. C'est-à-dire quand on prétend, et c'est bien ce que fait l'écriture inclusive, modifier la société, réformer les êtres humains par une action sur la langue. Là, ça devient franchement totalitaire. D'autant qu'on aboutit évidemment à des aberrations. La ville de Paris, par exemple, avait dernièrement affiché sur tous ces panneaux cette phrase merveilleuse « Paris est fier ». Alors, je suis fier de je ne sais plus quoi, mais on est toujours fier de tout. Mais Paris est fier, F-I-E accent grave R.E. Alors là, comme aberration, on peut difficilement faire mieux, mais il y en a d'autres, nous en citons dans le livre aussi, parce que ça donne lieu à des fautes de grammaire totalement délirantes, mais surtout, bon, on peut en effet adopter le point de vue du linguiste, du grammairien et rappeler tout simplement que le masculin ne domine pas le féminin dans la langue, mais que nous avons simplement un genre neutre qui se confond avec le genre masculin pour des raisons de phonétique historique, et que de toute façon, là aussi un petit peu d'observation dans le monde ne fait pas de mal, on peut s'apercevoir que nombre de langues ne marquent pas le féminin et le masculin comme le fait la langue française, et pourtant, a priori, la situation des femmes n'y est pas vraiment meilleure que chez nous. Donc ça doit laisser penser que ça n'est pas tout à fait lié, et que ce n'est pas en imposant une langue barbare qu'on va changer quoi que ce soit au problème des rapports entre les hommes et les femmes. Ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est que cette façon de marquer systématiquement le genre dans la langue est une façon, là aussi, d'abolir toute forme d'universel. Nous sommes sommés de nous définir en fonction de notre identité. C'est-à-dire que ces gens qui prétendent lutter contre la domination par certains et qui se prétendent donc ouverts sont en fait des obsédés de l'identité. Ils ont besoin en permanence de ramener les gens à ce qu'ils sont supposés être. Face à cela, donc, face à cette barbarie imposée dans la langue, je pense qu'il faut absolument résister, ce qui est profondément difficile, parce qu'aujourd'hui, vous avez des administrations qui adoptent l'écriture inclusive, vous avez des universités qui adoptent l'écriture inclusive. C'est-à-dire que, dans ces cas-là, la collaboration se fait très vite. C'est-à-dire qu'il s'agit de montrer qu'on est moderne et qu'on est dans le camp du bien. On a même un président de la République qui se croit absolument obligé de dire celles et ceux, oui. Alors qu'on sait très bien que celles est contenu dans ceux. Donc, oui, mais c'est devenu un tic de langage, en effet. Vous êtes sommé de parler systématiquement des hommes et des femmes qui sont là, comme si nous étions déterminés par cela. Mais ça nous révèle la nature des mouvements dont nous parlons. Ce sont des mouvements qui détestent l'être humain tel qu'il est et qui cherchent à le réformer. Et c'est en cela qu'ils sont totalitaires. Ils veulent créer une humanité nouvelle en forçant au changement. C'est cela le phénomène le plus important à décrypter. Vous le décrivez d'ailleurs très bien. Mais je voudrais d'abord qu'on s'arrête un tout petit peu sur d'autres chapitres du livre dont j'imagine, parce que j'ai, comme vous l'avez vu, des préjugés sur qui a écrit quoi, que c'est bien entendu Jean-Michel Quatrepoint qui les a écrits, sur la prostitution, le tabac, la vitesse en voiture. Alors le vin, j'ai un doute, parce que je sais que en ce qui concerne le vin, vous avez un penchant, que vous avez exprimé d'ailleurs tout à l'heure, pour le bon vin, et je sais que votre mari aussi, c'est même son métier quasiment, puisque
il est, comme vous le savez, tous ici, chroniqueurs gastronomiques, reconnu et influent. Voilà. Alors, est-ce que sur tous ces terrains, vous n'allez pas un petit peu loin en disant, finalement, on nous emmerde avec le tabac, on nous emmerde avec la vitesse parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions, et là, c'est... Les minorités sont toujours pavées de bonnes intentions, et généralement, leur combat commence sur quelque chose de juste. Prenons la minorité LGBT. Les homosexuels, au départ, leur combat, pour être reconnu, était juste. Il était absolument anormal qu'on ne reconnaisse pas l'homosexualité, qui soit pourchassée, même punie, autrefois. Mais, à un certain moment, on dérive. C'est-à-dire que la minorité veut aller plus loin. Pourquoi ? Parce que, d'abord, quand on a atteint ces objectifs, je pense aux féministes, notamment. Bon, l'égalité homme-femme dans nos pays a énormément progressé, même s'il reste à faire en matière de salaire, etc. Mais ça a énormément progressé. Si vous ne mettez pas le curseur plus loin, ces associations, ces minorités perdent leur raison d'être. Et elles perdent même leur raison d'exister et de se financer. Parce que derrière, il y a un business, soyons clairs. Il y en a qui vivent de ça, notamment avec la possibilité d'ester en justice. Ça devient, encore une fois, un business. Le lobby LGBT s'est étendu, puisque elle, c'était lesbienne, gay, bisexuel, T, transsexuel, maintenant il y a Q, c'est queer, et I, alors ça c'est intersexuel. Voilà. Bon, et on va encore en inventer. Bon, et il y a le plus maintenant. Bon, donc ça devient, on trouve toujours une minorité, toujours une petite minorité. Et à ce moment-là, on vous explique que vous devez vous plier effectivement à leurs normes. Et ils demandent toujours plus. Et on le voit avec le débat sur la PMA et demain la GPA. En Belgique, la PMA existe. Bon. Mais vous n'avez pas encore la GPA. Il n'y a aucune raison. Bon, mais ça va venir. Mais ça va venir. C'est inéluctable parce que j'ai bien le droit de. Bon. La PMA, elle démarre avec les couples hétérosexuels. Ensuite, avec les couples de lesbiennes. À ce moment-là, les hommes homosexuels disent pourquoi nous, on n'aurait pas le droit d'avoir des enfants aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va acheter l'ovocyte d'une femme et on loue le ventre d'une femme. Ça se passe aux États-Unis. Chez nous, il y a un personnage célèbre qui a expliqué ça dans un livre qui vient de sortir, Fogiel, qu'il a payé 150 000 euros, parce que c'est pas donné à tout le monde, pour avoir 2 enfants. Et il est certainement un bon père avec son compagnon, ils élèvent certainement très bien leurs enfants. Mais on met en cause la paternité et la maternité. Et ça, c'est excessivement grave. Et donc ces minorités demandent toujours plus, vont toujours plus loin, parce que c'est leur raison d'être, et parce que finalement la technologie aussi avance, et leur permet d'accéder à un certain nombre de choses. Et donc on remet en cause fondamentalement nos sociétés, et même le genre. Même sur le plan anthropologique. Pour revenir sur la question de départ, sur des sujets comme la vitesse, comme le tabac, il ne s'agit pas évidemment d'expliquer que c'est formidable de fumer comme un pompier et de coûter excessivement cher à la sécurité sociale en faisant soigner son cancer. Non. Le problème sur tous ces sujets-là, c'est que les minorités qui essayent, au nom de la sécurité routière, au nom de la lutte contre le cancer, de nous apprendre comment nous comporter bien, le font d'une façon qui est toujours la même, la culpabilisation. Alors la cause au départ est bonne, en effet. C'est pour ça que c'est au nom du bien, et ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Si vous n'êtes pas pour le 80 km/h sur les routes, vous êtes forcément pour un promoteur des morts sur les routes. Vous êtes pour que des gens se tuent. On ne peut pas débattre dans ces conditions-là. Pourquoi? Parce que il y a là quelque chose qui sort du champ politique et qui est de l'ordre du religieux. Si vous n'adhérez pas à cette vision du bien, vous êtes coupable. Vous êtes un salaud. Il ne s'agit pas de déterminer quelle est objectivement la meilleure manière d'atteindre un but, qui est l'amélioration de la société, auquel cas
sur les questions, par exemple, de sécurité routière. On aurait pu débattre de l'état des routes en France. Un audit cet été a encore démontré qu'elles étaient dans un état catastrophique, ce qui est une urgence. Mais oui, mais c'est beaucoup plus simple de baisser la vitesse autorisée. Et en effet, personne ne peut protester. De même, quiconque explique qu'un adulte responsable peut décider de boire un verre de vin pour des raisons culturelles et pour son plaisir, qu'il n'est pas forcément un ivrogne qui va se suicider à coups d'alcool, c'est devenu totalement impossible à expliquer parce que on vous explique que le premier verre va forcément donner le cancer et que, bien sûr, vous faites partie de ces gens qui font l'apologie de tout cela. Donc on ne fait absolument plus appel à la raison. Or, la démocratie, notre pacte démocratique est fondé sur l'idée que les citoyens utilisent leur raison pour déterminer le bien commun et qu'ils vont se mettre d'accord. À partir du moment où vous êtes dans l'ordre du religieux, vous n'êtes plus dans le politique et donc vous n'êtes plus dans ce consensus démocratique. Et c'est cela qui ressort dans absolument toutes ces causes qui, au départ, sont parfaitement justes. Même chose pour l'éducation des enfants. C'est évidemment que nous ne sommes pas pour qu'on violente les enfants, pour qu'on les frappe, mais dans un débat où régulièrement la question de l'interdiction de la fessée surgit, si vous interrogez des gens qui sont des promoteurs de ce qu'on appelle l'éducation positive, et c'est le journal Libération qui l'a fait en France, qui est allé interroger des psychologues, Libération qui n'est pas suspect de dérive réactionnaire tout de même. Eh bien, les psychologues interrogés expliquaient par exemple que, évidemment, tout cela va bien au-delà de la fessée. Ils ne veulent pas seulement interdire la fessée, ils ne veulent pas seulement mettre sur le même plan la petite tape sur la main et le fait de frapper un enfant de façon absolument ahurissante ou de le fouetter à coups de ceinture. Tout ça, c'est sur le même plan, mais il n'y a pas que ça. La psychologue interrogée explique que finalement, il n'y a aucune raison qu'un adulte puisse imposer un ordre arbitraire à un enfant, sauf pour sa sécurité immédiate. Là, on passe quand même dans quelque chose qui est d'un autre ordre. Mais le continuum est là, de même d'ailleurs que chez les féministes, le continuum existe entre eux, et bien simplement siffler une fille dans la rue, lui dire « Mademoiselle, vous êtes charmante », et puis l'agression, et puis le viol. Tout ça relève du même ordre. Donc en gommant les nuances, en gommant les frontières, on construit une vision globalisante dans laquelle le mal est identifié, et donc on va culpabiliser les individus pour les remettre dans le droit chemin. J'ai peut-être un vieux fond anticlérical, je ne sais pas, mais ça n'est pas tout à fait la vision de la société qui me réjouit. C'est pas une vision vraiment laïque, vous avez raison. Alors, encore deux petites questions, après on passera la parole à la salle, puisque je sens que tout le monde piétine et piaffe d'impatience de vous poser eux aussi quelques questions. Vous vous en prenez un moment, c'est très intéressant avant la fin du livre, aux ONG, en disant que les ONG, qui sont le symbole même du camp du bien. Enfin, je veux dire, on peut pas faire mieux qu'une ONG. C'est généralement fait uniquement pour faire de bonnes choses. Et vous les dénoncez comme étant, d'abord, généralement au service d'elles-mêmes et au service de leurs propres dirigeants. Et puis surtout, oubliant souvent, au profit de combats pour des minorités, qu'il y a des gens pauvres, qu'il y a des gens et auxquels finalement on s'intéresse pas beaucoup, parce qu'il y a une espèce de collusion entre finalement les patrons d'ONG et une certaine forme de pouvoir financier. Il faut voir d'où viennent les ONG. Il y a eu d'abord, pour nous en Europe et en France, c'est l'humanitaire. Et c'est vrai, Médecins sans frontières, nous avions des ONG humanitaires qui se préoccupaient effectivement de sauver les populations. Notamment, je pense au Cambodge, a commencé, etc. Et sans se mêler de politique. Sans se mêler d'aller dire aux dirigeants de ces pays ce qu'ils devaient faire pour être dans le droit chemin. Les ONG ont pris un essor avec les Américains. Pour une raison simple, c'est que c'est la société civile. Et comme les Américains ont une méfiance à l'égard de l'État et des États,
il était naturel de développer des ONG pour faire ce que j'appelle le charity business. Et c'est devenu un business. Parce que ces fondations sont un moyen, effectivement, d'externaliser les bénéfices et de le faire en franchise d'impôt. Et regardez aujourd'hui la puissance des ONG de Bill Gates et des quelques magnats de la Silicon Valley est considérable. Et ça devient des outils d'influence politique. Prenons M. George Soros, par exemple, avec sa nébuleuse de 400 filiales. Pour la société ouverte. Oui, Transparency, etc. George Soros poursuit un objectif politique. Et vous avez suivi, sans doute plus que nous, mais parce que ça s'est passé à Bruxelles, au Parlement européen, l'attaque contre Viktor Orban. Alors, personnellement, Orban, je ne connais pas, je n'ai pas spécialement de sympathie pour lui, mais derrière, qu'est-ce que c'est? C'est une bataille entre Soros et Orban. Et je crois que l'eurodéputé parlementaire, qui est une écolo néerlandaise, a commencé sa carrière dans les ONG sur l'Afrique. Et on sait que parmi les 400 sociétés du groupe Soros, beaucoup investissent sur l'Afrique. C'est-à-dire que ces ONG donnent de l'argent, distribuent de l'argent à des associations. En France, les ONG Soros distribuent de l'argent aux associations, le CRAN, etc. On raconte un peu ça dans le livre. Donc, tous les gens qui luttent pour les minorités et qui luttent contre ceux qui ne voudraient pas donner les droits des minorités et contre ceux qui luttent contre la libre circulation des migrants. Soros, en l'occurrence. En plus, Orban s'est attaqué à l'université que George Soros avait installée à Budapest et qui délivrait des diplômes avec des passerelles sur les États-Unis, etc. Et notamment, il y avait un master sur les gender studies, c'est-à-dire où on étudie effectivement la déconstruction, en quelque sorte, du genre. Et donc le gouvernement hongrois a décidé de ne plus financer ce type d'études. Donc, derrière, les ONG ont une influence politique. Et c'est un business aussi, puisqu'on cite aussi le cas d'un scandale qui s'est passé en Californie cet été. Une des principales ONG qui gère quand même plus de 13 milliards de dollars d'actifs, c'est pas neutre, qui a son conseil d'administration qui a commencé donc avec l'argent des gens de la Silicon Valley, des GAFAM, qui les a à son conseil d'administration, qui avait comme président un grand spécialiste des ONG qui venait de Chicago, qui est un Afro-Américain, et pour continuer à faire du fundraising, exactement comme un fonds d'investissement. Donc ce président a embauché une spécialiste du fundraising. Et cette spécialiste du fundraising, 40-45 ans, est arrivée et évidemment a fait comme elle faisait dans ses fonds d'investissement. C'est-à-dire qu'il faut que les équipes ramènent des dons, de l'argent, toujours plus d'argent. Bon, et donc elle s'est mise à les harceler un peu. Harcèlement au travail, et même, dit-on, harcèlement sexuel. Sexuellement, voilà, c'est ce que j'ai lu. Voilà. Donc, les gens se sont plaints, le scandale a éclaté, elle a été virée, le président a démissionné, etc. Mais on découvre à cette occasion que l'argent de cette ONG, ça allait où? Normalement, c'était fait pour lutter contre la pauvreté en Californie. Parce qu'en Californie, il y a beaucoup de pauvres aussi. Bien, on s'aperçoit qu'en fait, l'essentiel de l'argent, plus de 90%, est distribué aux 4 coins du monde à des ONG elles-mêmes, à des universités, qui sont choisies par le conseil d'administration, dont les GAFAM, en fonction de leurs intérêts. Donc on est loin de la lutte contre l'extrême pauvreté en Californie. Au passage, il aurait peut-être pu effectivement investir pour éviter que les incendies prennent un caractère aussi dramatique, parce que je veux dire, je suis ahuri de voir que chaque année on a des incendies en Californie, ils sont de pire en pire et rien n'est fait. Oui, mais ça, c'est la différence entre le système libéral et le nôtre. Alors, dernière question avant de passer la parole à la salle. Vous vous définissez à la fin du livre, après avoir quand même dénoncé des pratiques, des idées, des modes de pensée que l'on attribue le plus souvent à la gauche, vous vous définissez comme des progressistes.
Alors, oui, alors comme Macron, c'est bien pour ça que ça m'a interpellé, parce que je me demande qu'est-ce que c'est que votre progressisme à vous? Parce que les progressismes, on en connaît beaucoup. On sait surtout que le seul progrès qu'on ait accompli au XXe siècle, c'est découvrir que le progrès n'en était pas vraiment un. Donc quel est votre progressisme? Tout dépend de ce qu'on appelle le progrès, justement. Tout ce livre est fait pour refuser les visions binaires, pour refuser cette espèce d'alternative idiote entre le noir et le blanc, le bien et le mal, donc entre conservateurs et progressistes. Il y a des choses à conserver et il y a des progrès à accomplir suivant ce dont on parle. Et surtout, ce qui fonde sans doute notre vision du progrès, c'est la définition de George Orwell. Quand on me présente un progrès, je commence par me demander si cela nous rend plus humains ou moins humains. Et c'est ça qui est au cœur d'un véritable progressisme, mais le mot est dévoyé, donc nous nous le réapproprions parce que nous avons décidé qu'il n'y avait aucune raison que certains aient l'apanage de ce mot. Nous croyons en effet en un progrès de l'humanité dans le sens où nous pensons qu'il y a des choses à améliorer. Nous ne pensons pas que c'était mieux quand, enfin j'espère que tu ne le penses pas, quand les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un chéquier, n'avaient pas le droit de travailler. Voilà. Je pense que voilà, nous nous réjouissons d'être dans un monde où au contraire il y a certaines libertés, où les homosexuels en effet ne risquent pas la prison. C'est tant mieux. Simplement, nous pensons que tout d'abord, le découplage entre le progrès moral et le progrès technique qui s'est accompli au XXe siècle a abouti à ne plus penser la notion de progrès. Parce qu'en fait, l'Occident s'est fondé à partir de la Renaissance sur cette idée de progrès, mais avec ce rêve d'un progrès technique et scientifique qui aboutirait à un progrès moral de l'humanité. Et c'est tout le cœur de la pensée des Lumières. On va diffuser le savoir et les êtres humains vont s'émanciper par le savoir. Et parce qu'ils seront émancipés, parce qu'ils seront libres, ils seront des citoyens qui sauront choisir et déterminer le bien commun. C'est le cœur de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et on a oublié totalement aujourd'hui le citoyen. Or, c'est pourtant justement ce qui fait l'intérêt de ce dispositif. Donc, des progrès sont à accomplir et nous pensons pour notre part qu'ils ne peuvent être accomplis que par des individus émancipés par le savoir. Nous croyons profondément que chacun peut s'améliorer en réfléchissant au sujet, en se cultivant, en pensant les choses librement. Ce qui est le contraire de la démarche de ces minorités dont nous parlons, je le disais tout à l'heure, qui, elles, estiment que l'être humain n'est pas amendable, qu'il ne s'améliorera pas et qu'il faut donc lui imposer le bien. Et nous sommes justement dans cette différence entre le politique et le religieux, et derrière, il y a quelque chose de très frappant dans toutes ces minorités. C'est leur détestation de l'être humain tel qu'il est. Parce que la politique, ça signifie quoi? La politique, ça veut dire qu'on prend les hommes tels qu'ils sont. Ils ne sont pas très reluisants, ils sont complexes, ils ne sont pas transparents à eux-mêmes. C'est quelque chose qu'il faudrait rappeler aux féministes. Nous ne savons pas toujours quand nous désirons. Donc, croire qu'on va régler les problèmes de rapport entre les hommes et les femmes en faisant signer des pactes de consentement, ça ne marche pas. Parfois, nous désirons sans nous l'avouer à nous-mêmes. Nous envoyons tous les signaux sur lesquels nous consentons et puis finalement, nous ne consentons pas ou plutôt nous regrettons après. Et tout cela donne quelque chose qui s'appelle un être humain. Toutes ces minorités, finalement, détestent tout cela. Regardez les végans. Les végans n'assument pas le fait que, hélas, pour se nourrir, il faut sacrifier du vivant. C'est le principe. Personne ne suce des cailloux. Nous mangeons du vivant. Parce que le vivant utilise du vivant et tue pour recréer du vivant. C'est le principe d'un cycle naturel. Ça nécessite d'assumer la destruction, la mort, le sang. C'est pas très beau, là non plus, c'est pas très reluisant. Nous pourrions rêver d'être des purs esprits, mais nous sommes des corps. Nous sommes des corps qui meurent, nous sommes des corps
qui tuent parfois pour nous nourrir, mais nous sommes aussi des corps qui désirons et qui avons du plaisir. Tout ce que ces minorités détestent. Ces féministes, alors pas toutes, mais ces minorités agissantes dont nous parlons, qui en fait confisquent le féminisme, ont une détestation profonde pour tout cela, pour la jouissance, pour ce qui va... Je cite d'ailleurs un moment aussi de la part des végétariens, des végans, cette anecdote. Nicolas Hulot, du temps où il était militant écologiste, était venu voir, c'est Roselyne Bachelot, qui était ministre de l'Environnement, pour lui demander d'abolir la chasse, d'interdire la chasse. Et Roselyne Bachelot lui explique que dans les pays où la chasse est interdite, on est obligé de payer des fonctionnaires pour opérer ce qu'on appelle des prélèvements sur les populations de sangliers, de cervidés, c'est-à-dire en gros pour les tuer, parce que sinon, ils prolifèrent. Et la réponse de Nicolas Hulot est de lui dire « Oui, mais eux, au moins, n'y prennent pas plaisir ». C'est-à-dire, cette idée, là pour le coup, ce fantasme que il y aurait de la part de certains une cruauté, un plaisir à donner la mort, un plaisir vicieux. Vous voyez, c'est un soupçon jeté sur l'être humain et sur ce qui fait sa vie quotidienne qui révèle beaucoup de choses. Donc cette question de l'être humain tel qu'il est plutôt que celui qui se rêve comme un ange est en fait au cœur d'une vision de la société. Ils veulent transformer l'homme, et c'est pour ça que le sous-titre de votre livre, c'est « Halte aux nouveaux inquisiteurs », puisque ce sont bien les inquisiteurs auxquels on a affaire. Alors, je pense que maintenant, on va laisser... je vous remercie d'abord d'avoir distrait un peu de votre précieux temps. Pour venir à Bruxelles raconter votre livre, mais il y a encore beaucoup de choses à lire dans ce livre, donc il y a... Une 50aine d'exemplaires sera peut-être insuffisant d'ailleurs, et si c'était trop insuffisant, nous allons essayer d'organiser un système dans lequel on fera migrer vers Paris quelques exemplaires supplémentaires que nos amis dédicaceront la semaine prochaine et qu'on rapatriera ensuite à Paris si c'est nécessaire. En attendant, je vous propose de poser quelques questions. Selon la règle que nous avons déjà édictée ici il y a un certain temps, des questions courtes, si possible vous vous présentez. Et puis pas de long discours, parce que si vous avez des longs discours à faire, je le suggère pour la xème fois ici, écrivez-le, faites-en un livre, faites-le publier, on vous invitera au Cercle Paul Vendôme à faire une conférence. Voilà, des questions. Bonjour, Frédéric Goulet. Je vais essayer d'être très bref. Dans les années 50, 60, 70, peut-être avant et probablement après aussi, l'Union soviétique infiltrait ou introduisait dans les pays occidentaux, et plus particulièrement en France, ce qu'on appelait à l'époque des agents d'influence, qui avaient pour vocation d'instrumentaliser intellectuels, artistes, journalistes, en vue de faire passer leurs idées. J'observe que toutes les idées véhiculées par ces groupes minoritaires sont pour la plupart très contestables par la majorité. Ne pensez-vous pas que ces mouvements sont eux-mêmes instrumentalisés par une puissance X ou Y qui aurait des vocations ou une vocation un peu dolosive, notamment celle de déstructurer les sociétés occidentales traditionnelles, et si vous le pensez, quelles pourraient être ces forces extérieures? Je n'en vois qu'une. D'où vient ce minoritarisme militant? Des États-Unis. Bon. Aux États-Unis, vous avez un parti démocrate, qui joue sur les minorités. Hillary Clinton a misé sur les minorités, sur l'électorat black, hispano, les minorités homosexuelles. Et aujourd'hui, le Parti démocrate va à fond dans cette orientation. Trump, qu'est-ce qu'il fait? Ben lui, il joue ce qui est encore la majorité blanche du Middle West. Il joue la petite classe moyenne blanche qui se sent déclassée par rapport aux minorités. Je schématise, mais c'est à peu près ça. Donc, je crois que ni les Chinois ni les Russes ne jouent les minorités. Pas du tout.
C'est pas du tout dans leur philosophie, vous voyez. Les Chinois, les minorités, ils seraient plutôt de l'autre côté. Hein, on tomberait d'un extrême dans l'autre. Hein, je pense aux Ouïghours notamment. Voilà. Donc, c'est une évolution sociétale, idéologique, politique, qui nous vient clairement du monde anglo-saxon. Et d'ailleurs, ce qui nous le montre avec le plus de clarté, ce sont les débats autour de la laïcité et la détestation que les Américains ont pour la laïcité à la française. Il faut tout de même se souvenir qu'au lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo et de l'immense manifestation du 11 janvier à laquelle Barack Obama n'a pas participé, il s'est fendu d'un discours pour expliquer que la France opprimait ses populations immigrées, notamment en traitant mal les musulmans. Et que tout cela, bon, même s'il ne disait pas que ça justifiait ou même que ça expliquait les attentats, c'était lié. Cette conception de la laïcité est intrinsèquement liée à cette forme, cette vision de l'espace public dont je parlais tout à l'heure, espace public neutre, dans lequel les citoyens sont là à égalité et font abstraction en quelque sorte de leur identité propre, donc ce qui n'a rien à voir avec la conception américaine de la démocratie libérale. Nous sommes donc bien dans une guerre culturelle qui vient renforcer la guerre économique, commerciale, puisque ce modèle communautariste et minoritariste vient appuyer une certaine conception de l'uniformisation économique, de la globalisation économique, qui elle aussi est à l'œuvre. On abolit les différences, on crée un marché mondial unique dans lequel il n'y aura plus non plus de différences culturelles et dans lequel toutes les sociétés seront sur ce modèle-là qui permet de créer des marchés. D'autres questions? On peut rentrer par le fond de la salle. Bonsoir, Vincent Piret. C'est une question pour Mme Polony. D'abord, j'espère que vous aurez encore de bonnes relations avec Émeric Caron, qui arpente le génocide le plus meurtrier. Moi, je reviens à la PMA, qui amènera la question en fait, je vous pose. Donc, moi, j'ai pu observer dans les lectures qu'avec la PMA, aux États-Unis, il y a eu des dérives. Notamment, des couples ont porté plainte contre les labos, car le bébé, en fait, ne correspondait pas tout à fait à l'idéal qu'ils s'étaient imaginé, notamment en termes de couleur de peau, de forme d'yeux, etc. Ce qui amène à la question, c'est la suivante, c'est que pensez-vous en fait de l'intervention de Laurent Wauquiez avec l'eugénisme qui ressemblait de plus en plus à l'eugénisme nazisme, avec la dérive des mots, etc. Et la bien-pensance là derrière. Parce qu'en ce qui me concerne, je pense qu'on peut le dire. Merci. Je pense qu'il y a toutes les manières de dire certaines choses et qu'il faut toujours le dire avec la plus grande nuance possible pour être audible et pour permettre un débat efficace. La réductio ad Hitlerum, dans ces cas-là, n'est pas très efficace dans la mesure où elle vire immédiatement à la caricature. Il me semble en effet beaucoup plus intéressant de s'interroger sur la spécificité de cet eugénisme que nous sommes en train de créer, même si d'ailleurs cette conception, enfin, ce qui est à l'œuvre ne se résume pas à de l'eugénisme, et c'est en cela que je trouve la comparaison avec le nazisme pas tout à fait opérante. Puis dans la mesure où il ne s'agit pas d'une puissance qui impose quelque chose, mais en l'occurrence d'individus qui sont en train, au nom de leurs droits, d'imposer une modification, un bouleversement anthropologique majeur. C'est-à-dire que si on en reste à l'idée que c'est de l'eugénisme, en fait on n'apporte pas les bonnes réponses parce que on ne combat pas de la même manière un eugénisme d'État et ce développement des droits individuels illimité qui est en train de détruire totalement notre conception de l'être humain. Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'expliquer. C'est l'absence de limites dans les droits individuels et surtout cette instrumentalisation des mots qui consiste à faire croire que, par exemple, la PMA serait un droit.
Or, c'est en soi-même modifier ce qu'est au départ la PMA. C'est-à-dire que la procréation médicalement assistée, d'ailleurs qui au départ s'appelait aide médicale à la procréation, était en fait une assistance pour des couples qui devraient, selon la nature, pouvoir faire des enfants et qui ne peuvent pas en faire. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une médecine, d'une science qui répare. On est en train de changer la nature même de cette science. Et on est en train de le faire au nom d'une conception divergente de ce qu'est l'être humain et de ce qu'est la filiation. Et Jean-Michel soulignait qu'on instrumentalise aussi, on bouleverse les mots de père et de mère. Je suis très frappée dans le débat sur la GPA que l'on vient de nous expliquer comme une évidence que la femme qui accouche n'est pas la mère. Qui a décidé que la femme qui accouche n'est pas la mère? Enfin, je veux bien qu'on en débatte, mais en tout cas, ça ne m'apparaît pas comme une évidence, dans la mesure où toute l'humanité s'est fondée sur cette idée-là. Et d'ailleurs, les pratiques sont particulièrement malsaines, dans la mesure où, en effet, il s'agit de découpler la donneuse d'ovocytes et celle qui loue son ventre, justement pour être sûr qu'on ne puisse pas parler de mère. Donc pour effacer tout ce qui fait la filiation humaine. Donc en effet, il y a un bouleversement anthropologique majeur et qui nous concerne tous. Mais là encore, la définition des droits aujourd'hui permet d'éviter ce problème, puisqu'on nous explique que à partir du moment où ça ne nuit pas à autrui, ça doit être autorisé. Or, qui décide ce qui nuit ou pas à autrui? C'est-à-dire que bouleverser notre vision anthropologique de ce qu'est une mère, de ce qu'est un père, de ce qu'est une filiation, pardon, mais ça nous concerne tous. Mais à partir du moment où, en effet, directement, ça ne nous fait pas de mal, on considère que nous n'avons pas, à titre collectif, à nous opposer à ce genre de choses. Donc vous voyez, je pense qu'il faut, au contraire, faire très attention dans ce combat à redéfinir exactement les termes et donc à défendre toujours une précision absolue, parce que c'est comme ça qu'on peut poser correctement les problèmes et qu'on peut y répondre. Et il faut se garder de toute simplification et de toute caricature. Oui, je prolongeais sur la PMA. Les donneurs de sperme aujourd'hui sont anonymes. Or, au nom des droits illimités de l'enfant, on va permettre aux enfants de connaître leur père à 18 ans, c'est la majorité. Résultat immédiat, je vous le garantis, 90% au minimum des donneurs vont disparaître. Parce que vous imaginez un peu les problèmes que ça va poser. Hein, quelqu'un, père de famille, actuellement c'est anonyme parce que, effectivement, les donneurs c'est anonyme et non rémunéré. Les donneurs pensent que pour les couples qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, donc... mais là, Monsieur Dupont qui est avec sa femme, qui a 2 ans, 3 enfants, et il arrive à 50 ans, et là, il va avoir 2 enfants, 3 enfants qui vont taper à la porte en disant « t'es mon père ». Vous voyez le problème d'héritage que ça va poser? Personne n'a réfléchi à ça. Je veux dire, on se lance, on va n'importe comment, n'importe où. Je veux dire. Hein? Et alors, comme il y aura de moins en moins de donneurs, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, et que les hommes sont de moins en moins fertiles. Ça, c'est une constatation. Les femmes aussi, mais les hommes encore plus. Bon. Donc, il n'y aura plus que quelques donneurs. Hein, comme les taureaux. Et ces donneurs vont pouvoir ensemencer des dizaines, des centaines de femmes, voire des milliers de femmes. Bon. Regardez la consanguinité, ce que ça va donner dans quelques générations. Bon. Oui. Alors, quelques questions brèves, et je vais également demander gentiment, fermement à Natacha Polony et à Jean-Michel Capopin de répondre aussi de façon un peu plus courte, de telle sorte que tout le monde puisse quand même... Voilà. Bonsoir, Étienne Dujardin. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'il y a une fatalité, en fait, à la défaite de la majorité par rapport aux minorités, hein? Il y a la minorité a eu beaucoup de victoires, vous les avez plus ou moins décrites ce soir. Il y en a peut-être d'autres. Est-ce qu'il y a une fatalité à ça? Ou bien est-ce que la majorité, pour un peu mieux s'organiser, et par exemple introduire, finalement, pour être un peu caricatural, la majorité aujourd'hui travaille plutôt dans la finance, dans les professions libérales, comme indépendants, etc., dans l'agriculture. Est-ce qu'il ne faudrait pas réinvestir, en fait,
le monde des médias, de la politique, de la culture. Est-ce que en faisant ça, il n'y a pas moyen de changer un peu le cycle et le paradigme en fait? Je vais essayer de répondre de façon courte. Il faut oser et il faut parler. Il ne faut pas avoir peur, notamment dans les jeunes générations. Hein? D'où, moi je parle, j'ai rien à perdre, je m'en fiche. Hein? Mais je constate que les jeunes qui ont 30, 40 ans, et 20, ben, n'osent pas aujourd'hui. Bien si vous pensez que effectivement cette tyrannie des minorités va déboucher sur une véritable tyrannie, eh bien, dites-le, écrivez-le, parlez, osez. Je peux juste ajouter un point, mais bref, là aussi promis. D'abord, cette question de l'universalisme est absolument essentielle. Je suis très inquiète de voir à quel point dans les jeunes générations, elle n'est plus si évidente, c'est-à-dire que la globalisation prend. C'est-à-dire que ça ne choque pas des jeunes de 20 ans de voir qu'il y a des réunions en non-mixité dans chaque mouvement social ou dans chaque mouvement étudiant. Il leur semble évident aussi que les gender studies seraient une vérité scientifique révélée et non pas une théorie spécifique. En revanche, un point d'espoir, c'est aussi que ce minoritarisme s'autodétruit. Nous citons à la fin du livre un tweet que je trouve absolument délicieux d'une militante minoritaire qui, le tweet date du mois de mai, elle explique « Je sais pourquoi les white vegans, donc les white vegans, c'est-à-dire les végans blancs, donc je sais pourquoi les white vegans sont végans et n'adoptent pas les autres luttes antiracistes, antisexistes, antivalidistes, c'est-à-dire ceux qui luttent pour les droits des handicapés, etc. C'est parce que dans le véganisme, ils peuvent s'approprier la lutte et donc ne sont pas contredits par ceux qu'ils défendent. C'est-à-dire qu'on a là des gens qui nous expliquent qu'à la limite, être noir et végan, c'est légitime, mais que le végan blanc est un salaud parce qu'il est forcément dans les dominants et donc il s'approprie la lutte des moutons. Donc ça devient très compliqué, l'intersectionnalité des luttes, donc à mon avis, on n'a pas fini d'en rire. Il nous faut des micros là. Bonsoir. Je voulais savoir, en fait, après, je suis d'accord dans la majorité des choses, c'est ce que vous venez de dire. Mais en fait, le problème, c'est que vous avez répondu un peu à la question, mais je trouve que c'est pas complet pour moi, parce que qu'est-ce qu'on doit faire, nous, les citoyens normaux, et non, nous, comme monsieur dit, nous, on a un certain âge, et on n'a rien à perdre. Mais on voit que par la via électorale, c'est pas possible de changer les choses. Donc, ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, vraiment? Parce que les débats et tout ça, pour moi, c'est bien. Mais dans l'absolu, je trouve que la minorité, la dictature de la minorité avance, et nous, on recule. Moi, je suis un émigré moi-même, mais je me suis adapté parce que mon père disait qu'il fallait, où tu vas, tu t'adaptes. C'est pas que moi, je viens m'imposer avec mes coutumes, mes habitudes. Donc, ma question, c'est justement, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que moi, vous étiez déprimé, moi je suis désespéré maintenant. Parce que je suis complètement, si j'ose dire, très très énervé avec cette société laxiste. Et on est dans un monde vraiment qui, on dirait que tous les valeurs que nos parents chrétiens de l'époque, parce que je suis chrétien, et qu'on a reçu beaucoup d'éducation, beaucoup de normes, beaucoup de choses, aujourd'hui ça n'existe plus rien. Et tout est permis, comme vous avez dit, mais dans l'absolu, je voudrais savoir, parce que c'est la question que je n'osais pas demander à M. Zemmour, c'est de savoir, et maintenant, quoi? Parce que franchement, c'est désespérant dans le moment dans lequel on est. Désolé d'être aussi... Moi, j'ai eu cet été une idée, parce qu'à Paris, nous avons maintenant la marche des fiertés homosexuelles, LGBT. Hein? Pourquoi ne ferions-nous pas une marche des fiertés hétérosexuelles? Pourquoi pas? Vous observerez, si vous prenez ce livre tout à l'heure, qu'il est dédié au mari et à la femme des auteurs. C'est quand même déjà un acte de résistance extraordinaire. Je pense surtout que le débat, la discussion, c'est un début parce que nous sommes dans un combat culturel.
Donc c'est par l'agitation des idées qu'on peut faire valoir les choses. Et ensuite, nous voyons un peu partout ce qu'on pourrait appeler des insurrections par le vote. Pas forcément suivant des programmes politiques que l'on souhaiterait, mais peu importe. Tout cela est en train d'être ébranlé. Ça veut dire qu'il y a des choses à faire. Mais ça veut dire qu'il faut proposer face à cet excès, non pas un autre excès en face, mais quelque chose qui soit dans l'ordre de la juste mesure, justement. Arrêter de n'opposer que le conservatisme au progressisme, le bien au mal, et essayer de penser la société que nous voulons ensemble et la défendre. Si vous faites des questions brèves, M. Leblanc le connaît, il est très long. Ce serait bref, promis. Et ensuite, nous avons une dame ici et un monsieur à sa droite qui demande depuis longtemps la parole. Et ensuite, s'il reste encore un peu de temps, monsieur, bien... Félicitations, je vous suis depuis très longtemps. Il y a eu encore une manifestation de bien-pensance dont vous ne parlez pas dans le livre, mais enfin il y en a tellement. Le bal de la rue, le bal nègre a été réactivé par un promoteur, et bien entendu le bal nègre c'est tout à fait inacceptable alors que c'est l'histoire, c'est de redevenir le bal de la rue Blomet, ça se trouve rue Blomet. Or, il se fait que là, chantait Joséphine Baker, ma petite tonkinoise que vous allez chanter sur France Inter, ce qui me permet de dire, on a oublié de dire que vous sévissez, non, vous êtes audible tous les samedis à midi face à Raphaël Glucksmann sur France Inter, parce que ça n'a pas été dit, et je viens de voir que votre émission bat tous les records, 1 400 000 auditeurs. Je viens de lire ça. Ce qui veut dire que je pense que vous, Natacha Polony, je connais encore pas très bien Monsieur Quatre Points, vous pouvez être un fer de lance avec votre intelligence, votre lucidité magnifique, pour, justement, avec votre sens de la mesure, même si des imbéciles disent « vous êtes une réac, etc. » prenez ça d'où ça vient. Vous êtes une vraie progressiste, mais dans un bon sens, parce qu'il y a le faux progressisme. De la tartufferie de M. Geoffrey, qui a récemment déclaré que Jean-François Kahn ne se retrouve plus dans Marianne. Donc, aimeriez-vous être... Je pourrais parler 10 choses, mais après, il y a les autres. Pensez-vous que vous pourriez être, moi j'y crois, mais vous, vraiment un fer de lance formidable pour ce combat culturel? Moi, j'y crois. Je pense qu'il y a plusieurs fers de lance, que j'essaye d'y mettre ma part. Je suis adoratrice de Joséphine Baker, dont je peux vous chanter à peu près tout le répertoire. Et d'ailleurs, nous préparons dans Marianne, comme numéro double de fin d'année, une sorte de panorama de toutes ces chansons qui, aujourd'hui, affoleraient la twittosphère et qui seraient jugées absolument scandaleuses. Et il y a la petite tonkinoise, mais dans la version de Maurice Chevalier, qui est encore plus délicieuse. Mais donc il y a de quoi faire. Il y a mon homme, bien sûr, de Mistinguette. Hein, il me fout des coups, il me prend mes sous, mais malgré tout, voilà. Donc elles y seront toutes. Et histoire de retrouver un tout petit peu d'humour, un petit peu de second degré. Et je pense que c'est aussi la meilleure arme. Le second degré, l'humour. Je pense qu'il faut les développer tous autant que nous sommes. Bonjour, bonsoir. Voilà, je voulais vous poser la question. Vous n'avez pas évoqué le terme de transhumanisme. Or, donc, pour avoir participé à des activités de lobby politique européen chrétien-démocrate, ceci dit, je sais que vous êtes une fervente défenseur de la laïcité. Ce qui est intéressant à voir dans ce mouvement, c'est qu'on retrouve, on veut éluder tout ce qui ressemble de près ou de loin à la religion, mais on retrouve ce qu'il y a de moins bon du levier, qui est cette culpabilisation et une moralisation. Donc la morale récupère en fait ce qu'ils veulent tuer. Alors ça c'est une parenthèse, mais donc le transhumanisme, pour moi, quand vous parlez des différents mouvements minoritaires, pour avoir eu donc ces activités lobby politique européen chrétien-démocrate, on voit que la pression faite sur les systèmes législatifs est énorme. On voit que le mouvement est très organisé, qu'il part de fondations américaines qui sont loaded, de chez loaded, et qu'on voit que malgré le changement politique, on diabolise forcément à outrance Trump, qui n'est pas dans cette filiation Clinton-Obama-Clinton, parce que ces mouvements surfent sur cette filiation clairement pour changer totalement et éluder tout l'héritage de notre civilisation judéo-chrétienne
pour imposer cet homme nouveau, affranchi, libéré de toute contrainte, fût-elle même biologique, et pour imposer un transhumanisme. Alors, et on voit qu'avec les pressions législatives, l'homme est de plus en plus contraint dans ses réelles libertés, au nom d'une pseudo-liberté. Alors, donc la question, que peut-on faire aujourd'hui face à un mouvement qui s'inscrit dans les législations à l'heure actuelle? On en parle du transhumanisme, hein, parce que c'est aussi, j'allais dire, c'est un peu un de nos dada. On avait fait un ouvrage précédent qui s'appelait Bienvenue dans le pire des mondes, avec le comité Orwell. Hein, et on abordait cette question du transhumanisme. C'est l'idéologie de la Californie, la Silicon Valley. Hein, et c'est vrai que la technologie, aujourd'hui, permet beaucoup de choses. Hein, et que le rêve de s'affranchir effectivement des contraintes humaines, hein, pour les plus riches seulement, hein, pour les très très riches, parce que existe, et que c'est une idéologie qui a été récupérée par les démocrates, soyons clairs. Hein. C'est pour ça que, quand on me parlait tout à l'heure de l'influence, oui, c'est une influence anglo-saxonne, et spécialement de la gauche américaine, qui, dans les années 90, a surfé sur ce mouvement, a joué les minorités pour faire du clientélisme, clairement, et ensuite profite de ce moment. Nos socialistes, je pense, français, ont joué aussi les minorités. Hein, le clientélisme. Oui, mais ils ont perdu. Mais ce qui est vrai, c'est que on a changé de paradigme. Nous avions avant un système totalitaire qui était servait de repoussoir. C'était tout pour le collectif, rien pour l'individu. Hein. Eh bien, aujourd'hui, le balancière parti complètement de l'autre côté, c'est tout pour l'individu, tous les droits illimités de l'individu, et rien pour le collectif. Hein. C'est la minorité qui, et la plus petite soit-elle, qui impose ses droits à la majorité. Et une dimension que vous avez soulignée là-dedans et qui est très importante et qu'on retrouve aussi bien dans le transhumanisme que dans ce minoritarisme, en effet, cette idée que l'individu n'est libre que s'il s'affranchit de tout ce qui le détermine, même la nature. On voit aujourd'hui en Hollande un homme qui demande devant les tribunaux changer son âge parce qu'il se sent plus jeune que ce qu'il est, donc il veut qu'on change sa date de naissance. Il y a également l'Union cycliste internationale a édicté de nouvelles règles, donc les transsexuels peuvent se présenter aux compétitions de cyclisme au nom des droits, enfin de l'égalité des droits. Moralité au mois d'octobre, le championnat du monde de cyclisme version master féminin a été remporté par une trans, c'est-à-dire en fait par un homme, c'est-à-dire une transsexuelle non opérée, donc c'est un homme, mais qui a gagné donc le championnat féminin et qui explique que ce n'est absolument pas dû évidemment à sa configuration physique, mais juste au fait qu'elle a travaillé plus que les autres. Donc oui, on s'affranchit de la nature puisque la tyrannie de l'individu lui permet d'imposer sa vision, puisque en l'occurrence cette transsexuelle donc est un homme qui se sent femme, et comme il se sent femme, le monde doit le reconnaître comme femme, de même que l'autre, le monde doit lui reconnaître qu'il a 20 ans de moins parce qu'il se sent ainsi. Et viennent derrière, en effet, les GAFAM qui utilisent cet hyper-individualisme pour nous vendre des technologies qui vont assouvir nos fantasmes. Pour nous les vendre, bien sûr, Jean-Michel a raison, c'est une question d'argent derrière et c'est une question de domination. Alors, quelle est la réponse à cela face au transhumanisme? L'humanisme, c'est-à-dire de redéfinir collectivement une vision de ce qu'est un être humain dans toute sa dignité, dans toute sa liberté. C'est en cela que le débat d'idées est fondamental, c'est-à-dire que ce mot humanisme a été vidé lui aussi de sa substance, on n'explique plus ce que c'est, tout le monde se dit humaniste, nous en France nous avons une droite qui se dit humaniste juste parce qu'elle est vaguement sociétalement progressiste. Bon, tout ça ne veut plus rien dire. Redéfinissons une humanité commune avec des valeurs que nous partageons, et c'est à partir de là que nous pouvons reconstruire. Bonsoir, donc vous parlez de la tyrannie de l'individu, c'est tout à fait exact, mais elle est avalisée par la Cour européenne des droits de l'homme, en fait, qui par sa jurisprudence impose à 47 États des opinions qui ne sont pas du tout conformes à l'opinion majoritaire, ou en tout cas pas forcément.
en fonction des sujets, et donc comment lutter face à cette influence de la Cour européenne des droits de l'homme, dès lors que c'est une sphère à laquelle le citoyen ordinaire n'a pas vraiment accès, et donc comment faire pour rétablir l'équilibre à ce niveau-là, en fait. C'est tout le problème démocratique qui se pose actuellement en Europe. C'est-à-dire que cette Union européenne telle que nous l'avons créée est un cheval de Troie culturel et économique des États-Unis, et il existe des instances non élues qui sont faites pour nous le faire accepter. Là encore, nous ne pourrons sauver l'Europe et la civilisation européenne, c'est-à-dire cette vision particulière de l'être humain, que si nous redéfinissons une union d'États-nations qui respectent la souveraineté de leur peuple et qui se mettent ensemble pour penser une politique véritablement indépendante. Il y a moyen de le faire, ça nécessite évidemment de remettre en cause les traités actuels, ça nécessite d'établir un rapport de force et d'y aller un petit peu brutalement. Mais c'est à peu près la seule solution. Alors, suis-je souverainiste? Ce terme, en France, est devenu synonyme d'extrême droite dans la bouche des médias. On est populiste, souverainiste, ce sont des gros mots. Donc, les mots anisme font peur. Faut-il maintenir celui-là? Je ne sais pas. Il suffit simplement de dire qu'il n'y a pas de démocratie sans souveraineté. C'est d'ailleurs inscrit dans la Constitution de 1958. Le général de Gaulle a voulu que cela y soit, c'est-à-dire que la démocratie se confond, la République également se confond avec la souveraineté nationale. Et la souveraineté populaire, bien sûr, qui est derrière, puisque la République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Voilà. Et donc, ça nécessite également un troisième échelon de la souveraineté des individus. Je parlais tout à l'heure des individus émancipés par les savoirs. C'est parce que nous sommes libres et parce que nous sommes responsables de nos choix que nous pouvons décider. Voilà. Donc la souveraineté, il n'y a pas de démocratie sans souveraineté. Est-ce que ça doit s'appeler souverainisme? Je ne sais pas. Nous sommes non seulement les vrais progressistes, mais nous sommes aussi les vrais démocrates. Ça va être compliqué. Alors, encore 2 questions, et après, il va falloir qu'on passe à la signature de livre, parce que... ça fait longtemps qu'on est là-bas. Oui, c'est vrai. Et vous ne voyez pas que derrière vous, ça fait très longtemps qu'ils avaient la main aussi. Vous êtes au premier rang. Oui, bonsoir, Philippe Smans. Dans le chapitre intitulé « La fessée et la punition du Banira », vous relevez avec pertinence, selon moi, que ça va produire des enfants qui sont des parfaits petits soldats pour la société de consommation parce qu'ils ne sauront pas résister à leurs pulsions, notamment leurs pulsions d'achat, etc. Alors évidemment, là, le lecteur... il est un petit peu poussé à entrer dans une vision un peu complotiste, théorie du complot des choses, où on imagine des réunions de grands managers de multinationales disant aux psychologues responsables de l'éducation le genre d'éducation qu'il faut donner aux enfants. Ma question c'est, est-ce que on peut simplement considérer que ces psychologues, alors on peut les appeler avant-gardistes, illuminés, enfin tout ce qu'on veut, ne sont pas simplement emportés par leur idéologie, tout simplement, ou au contraire, est-ce que vos recherches ont mis en évidence qu'il y a vraiment quelque chose, un lien formel entre ces psychologues et les pouvoirs politiques et économiques, de manière à arriver à cet état de fait? Il n'y a jamais de lien formel, mais dans ce que nous avons raconté, dans ce que Jean-Michel a raconté tout à l'heure sur le fonctionnement des ONG, il y a des idéologies qui sont mises en avant, qui sont poussées, qui sont promues. Et il y a ensuite des gens qui s'inscrivent dans cette idéologie parce qu'elle est celle qui est valorisée, parce qu'elle est celle qui est considérée comme juste et bonne. Donc il n'y a pas besoin de théorie du complot, il y a un processus. Mais c'est vrai que ce processus n'est parfois pas explicité, parfois il l'est très très clairement. Dans notre précédent livre écrit donc avec le comité Orwell, Bienvenue dans le pire des mondes, nous citions cette rencontre qui a eu lieu en 1995 et qui mettait en scène à peu près tous les grands acteurs du monde de l'époque, que ce soit Gorbatchev, Bill Clinton, etc., pour décider un peu de l'avenir du monde.
Et c'est là que Brzezinski a sorti cette théorie du tititainment et cette théorie du 80-20. C'est-à-dire, en gros, l'idée, c'est quoi? C'est que 80% de l'humanité bientôt ne servira à rien, car grâce à la modernisation au numérique, on n'aura plus besoin d'autant de travailleurs. Donc, seuls 20% de l'humanité aura réellement du travail. Les 80% restants, il va falloir les occuper. D'où les théories, d'ailleurs, de tous les néolibéraux américains et de nos gentils gauchistes sur le revenu universel. Ça permet d'occuper les gens en les aidant à continuer à consommer, donc à faire marcher la machine. Et donc, comment on les occupe? Eh bien, c'est là que Brzezinski invente ce concept de tititainment, de tits les nichons, tout simplement, et de entertainment. C'est-à-dire une espèce de mélange de divertissement et d'érotisation du monde qui va faire que tout ce monde-là, eh bien, continuera à consommer gentiment et à accepter ce système. Donc, tout cela a été théorisé. Il n'y a aucun complot là-dedans. Les choses sont dites. C'est simplement que ensuite, certains adoptent des théories comme par exemple l'éducation positive parce que ça leur semble ce qu'il y a de mieux et de plus bienveillant dans une ambiance qui les incite à la bienveillance et qui les incite à considérer que l'autorité, la verticalité sont un arbitraire insupportable. Et j'ajoute que l'enfant est un consommateur. Et donc vous ne pouvez pas punir l'enfant et l'empêcher d'acheter les produits qu'il a envie d'acheter ou de faire acheter par ses parents. Alors, plus que deux questions, une au fond et une au premier rang, mais pas tous les deux, c'est l'un des deux. Alors, il faut dire. Il y en a 50. Bonjour, Jolan Verek. Ma question s'adresse à Monsieur Destex. Oui, je sais bien, mais c'est lié tout à fait avec ce qui a été dit et avec une question qui a été posée. J'écris aussi des livres. Alors, je vais adresser cette question à Madame Polony. Par rapport à sa connaissance du paysage médiatique belge, dans la lignée de ce que M. Dujardin a demandé, vous venez de développer un certain nombre d'idées avec lesquelles M. Destex, à votre droite, je pense, est en accord avec une grande partie de ce qui a été dit. Comment, à nouveau, faire refléter ces idées dans un paysage médiatique, en Belgique francophone, beaucoup moins pluraliste qu'en France. En France, vous avez une audience, vous avez des médias écrits, télévisés qui permettent de relayer ces positions. Le paysage médiatique francophone belge est beaucoup plus sclérosé, si je puis dire. Quelle est la solution pour justement développer cette audience et rendre ces idées audibles? Voilà pourquoi, Monsieur Destex, cette question vous était adressée à la base. La question de la sclérose du paysage médiatique, alors je ne maîtrise pas suffisamment le paysage médiatique belge, mais je peux vous dire que sur le paysage médiatique français, il y a des évolutions. Quand j'ai commencé mon métier de journaliste, le paysage était largement sclérosé, il y avait une chape de plomb absolue. Dans ma spécialité, l'éducation, il y avait des choses qui étaient impossibles à dire sans être traitées immédiatement de crypto-fascistes et de réactionnaires, enfin de tout ce qu'on veut. Donc toutes ces choses-là évoluent tout simplement par la pression du peuple. C'est-à-dire qu'il existe des mesures d'audimat, il existe des mouvements d'opinion qui font que petit à petit tout cela se fissure et il est possible aujourd'hui en France de dire des choses qu'on n'aurait pas pu dire il y a 15 ans. Ce qui ne signifie pas qu'il n'existe pas des pressions morales, des formes d'autocensure dans le milieu journalistique. Mais tout cela bouge. Tout cela bouge et ça ne bouge que parce que des gens considèrent qu'ils doivent continuer à dire ce qu'ils croient juste et se permettent de le dire. Parfois, comme moi, on a la chance que ce soit entendu. C'est tout. J'ai été au bon endroit au bon moment, j'ai pu exprimer des idées et comme nous n'étions pas nombreux à l'être, j'ai acquis une certaine notoriété. Cela peut arriver, mais ça nécessite d'avoir suffisamment de gens, en effet, qui estiment que leur devoir est avant tout de ne pas renoncer à dire. La dernière question. Bonsoir, Edouard Camp. En réalité, j'ai davantage une remarque à vous faire. Oui, mais ce sera très vite fait.
À mon sens, votre comparaison avec l'Inquisition est tout à fait malheureuse parce que l'Inquisition, historiquement, a été un véritable progrès. C'est grâce à elle aujourd'hui que lorsqu'on est accusé d'un crime, on dispose d'une procédure d'enquête et que donc la charge de la preuve ne repose pas sur le défendeur. Principe aujourd'hui qui est remis en question par les féministes, comme vous l'avez dit, qui sont donc plus réactionnaires que l'Inquisition. Oui, disons qu'on ne va pas se lancer dans un débat historique sur ce qu'a été l'Inquisition. Je pense qu'il y a tout de même quelques morts qui traînent ici ou là et qui me laissent penser que je ne suis pas totalement adepte du modèle de Torquemada. Donc, je pense que, encore une fois, tout est question de nuance. D'accord ? Comparaison n'est pas raison, mais ce terme d'inquisition dit ce qu'il veut dire, à savoir la volonté d'extirper le mal qui est enfoui dans l'âme de l'autre. Et rien que pour cette conception-là, je n'ai aucune envie de défendre le modèle de l'Inquisition. Bien. Donc, merci à tous. Maintenant, signature, qui vont se faire sur la table principale, parce que, comme vous êtes très très nombreux, puisque comme on vous l'a dit tout à l'heure, un record a été battu, donc Natacha Polony et Jean-Michel Quatrepoint vont dédicacer les ouvrages à ceux qui voudront bien les acheter, et la pile est à côté, donc je ne sais pas qui s'en occupe, mais il faut y aller.